Je n'oublierai jamais ce matin-là. Le soleil, encore pâle derrière les volets, éclairait à peine mon salon. J'avais préparé mon thé, posé ma tasse sur la table près de mon fauteuil favori, et je commençais à feuilleter mon carnet vert, celui où je consignais depuis des années chaque facture, chaque rendez-vous, chaque pensée. L'air était calme, presque rassurant, et pourtant, ce calme allait être brutalement interrompu. Le téléphone a sonné, un son strident qui m'a fait sursauter. C'était ma belle-fille. Sa voix, habituellement mesurée, était tendue, autoritaire. Maman, tu ne peux plus gérer tes affaires. Tu dois signer ces documents pour ta tutelle avant que ça ne devienne officiel. J'ai reposé le combiné, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai pas pu respirer. Les mots résonnaient dans ma tête avec une violence inattendue. Tutelle, dépendante, signée, document, tout s'embrouillait. Je regardais autour de moi, les murs familiers de mon appartement, les fleurs que j'avais arrosées avec soin, le carnet posé sur la table. Tout cela semblait soudain devenir étranger, comme si quelqu'un avait décidé que ma vie, mes choix, mon indépendance n'avaient plus aucune valeur. Je me suis assise sur le fauteuil, les mains crispées sur mes genoux, le souffle court. Je me souvenais des années passées à gérer mes finances, à suivre mes comptes, à prendre soin de mon appartement, de mon jardin, de ma famille, chaque facture payée à temps, chaque signature apposée sur un document officiel, chaque décision personnelle que j'avais prise avec soin. Tout cela devenait soudainement contesté, remis en question, comme si ma capacité à vivre de manière autonome pouvait être réduite à néant par un simple document légal. J'ai regardé mes carnets, mon chéquier, les clés de la maison posées sur le buffet. Chacun de ces objets portait la trace de ma vie, de mon autonomie. Et pourtant, selon elle, ma présence dans cet appartement et ma gestion de ma vie n'étaient plus considérées comme légitimes. Elle avait fait croire, par des mots et par des actes, que j'étais incapable, dépendante, fragile. Et moi, j'étais là, assise dans ce silence oppressant, réalisant que ma liberté pouvait être menacée par une manipulation sournoise, préparée à mon insu. Je me suis souvenue de notre dernière conversation, un soir d'hiver, alors que je rangeais des papiers sur la table. Elle m'avait dit, presque en passant, « Tu devrais te laisser faire pour ton bien. Ce sera plus simple pour tout le monde. » À l'époque, j'avais hoché la tête, pensant qu'elle exagérait, qu'elle parlait à la légère. Mais maintenant, avec cette demande de tutelle, je comprenais que ce n'était pas une simple recommandation. C'était un plan pour m'effacer légalement, pour me rendre invisible et dépendante, afin qu'elle puisse contrôler mes affaires, mes biens, ma vie. Le choc se mêlait à la colère et à la peur. Je sentais mon cœur battre, mes mains trembler légèrement, et pourtant, un étrange calme commençait à poindre. Je savais que je devais réfléchir, que je ne pouvais pas réagir impulsivement. Chaque geste, chaque mot comptait. Une erreur, et je risquais de perdre plus que mon indépendance. Je risquais de perdre ma dignité et le contrôle sur ma vie. Je me suis levée et suis allée regarder par la fenêtre. Le jardin, les fleurs que j'avais plantées, la lumière douce de ce matin, tout cela semblait me rappeler une vérité simple mais puissante. Ma vie, mes choix, mon indépendance étaient ma responsabilité et je ne devais pas les céder sans combat. Le silence de la maison, les murs qui avaient été témoins de mes années de soins et de patience, semblaient m'encourager à rester forte, lucide et méthodique. Je me suis assise à nouveau, prenant mon carnet vert et commençant à écrire. Chaque mot que je traçais me permettait de clarifier mes pensées, de consigner les faits, de poser les jalons de la bataille qui s'annonçait. Je notais la date, l'heure, la demande de tutelle, les mots exacts de ma belle-fille, et je listais les preuves de mon autonomie. Mes relevés bancaires, mes factures payées, mes décisions personnelles prises en toute conscience. Alors que j'écrivais, je réalisais quelque chose de profond.
Le silence et la préparation pouvaient être plus puissants que la colère ou les cris. Je n'avais pas besoin de me justifier devant elle maintenant. Mon carnet devenait mon allié, mes preuves devenaient mon bouclier, et la lucidité de mon esprit mon arme la plus efficace. Je pris un moment pour respirer, posant ma main sur mon cœur. Je me rappelais que j'avais traversé de nombreuses épreuves, que j'avais géré ma vie avec patience et intelligence, et que je pouvais faire face à cette injustice de la même manière, avec calme, méthode et détermination. La peur et le choc initial étaient toujours présents, mais ils se transformaient peu à peu en une force tranquille, prête à défendre ce qui m'appartenait. Je sus à ce moment-là que je devais agir, mais intelligemment. Il ne s'agissait pas d'une bataille émotionnelle, mais d'une bataille juridique et méthodique. Chaque note dans mon carnet, chaque document conservé, chaque preuve de ma capacité à gérer ma vie serait essentielle pour montrer la vérité. Et surtout, il y avait un élément qui pouvait tout changer. Ma banquière, témoin de mon autonomie depuis des années. Son témoignage pourrait invalider toute tentative de tutelle abusive. Le choc initial laissa donc place à une résolution silencieuse. Je n'allais pas céder, je n'allais pas me laisser effacer. Cette manipulation, cette tentative de me faire passer pour dépendante, allait se heurter à ma détermination, à mes preuves et à mon calme implacable. Ce jour-là, dans le silence de mon appartement et à la lueur du matin, j'ai compris que la bataille venait juste de commencer et que je serais prête à défendre ma liberté et ma dignité jusqu'au bout. Avant ce matin de choc, ma vie était rythmée par une indépendance que je chérissais depuis toujours. Chaque geste, chaque décision, chaque document que je signais reflétait ma capacité à gérer mes affaires, à prendre soin de mon appartement et à organiser ma vie quotidienne avec sérieux et constance. Mon carnet vert, toujours ouvert sur la table près de mon fauteuil, était le témoin de cette autonomie. J'y notais mes comptes, mes paiements, mes rendez-vous, et même les petites joies du quotidien, comme la fleur qui poussait sur le balcon ou la tasse de thé du matin. Je me souviens de la joie que j'avais à planifier mes finances, à suivre mes relevés bancaires, à vérifier que chaque facture était payée en temps et en heure. Mon compte à la banque n'était pas seulement un espace de transaction, c'était la preuve tangible de ma capacité à gérer ma vie, mes choix et mon avenir. Je connaissais chaque chiffre, chaque mouvement, chaque opération, et j'avais appris à anticiper chaque dépense avec précision et rigueur. Mon appartement, symbole de ma vie indépendante, reflétait mes habitudes, mes goûts et mes décisions. Les clés du buffet, celles de l'appartement, les documents soigneusement classés, tout témoignait de ma capacité à organiser mon quotidien. Je choisissais moi-même la disposition des meubles, les fleurs du balcon, les rideaux aux fenêtres. Tout était réfléchi, personnel et surtout maîtrisé par moi seule. Les relations familiales et sociales avaient également leur place dans cette autonomie. Je décidais quand recevoir mes enfants ou mes amis, quand passer du temps avec ma petite fille et comment gérer ces moments. Je savais écouter, conseiller et offrir mon soutien sans jamais perdre de vue mes propres besoins et priorités. Mon indépendance n'était pas synonyme d'isolement, mais d'une capacité à vivre pleinement et consciemment, avec responsabilité et équilibre. Je me rappelle des nombreuses fois où j'avais pris des décisions importantes, qu'il s'agisse de la gestion de mon logement, de mes assurances ou de mes comptes bancaires. Chaque document signé, chaque contrat accepté, chaque paiement réalisé était un rappel concret que j'étais pleinement capable de gérer ma vie. Même les démarches administratives, souvent redoutées, étaient pour moi un terrain où je pouvais exercer ma lucidité et mon organisation. Cette vie autonome avait été construite patiemment, pas à pas, au fil des années. Les erreurs avaient été rares et chaque réussite était le fruit de ma vigilance et de mon sens des responsabilités. Je pouvais compter sur moi-même, et cette confiance m'avait permis de traverser de nombreuses épreuves avec sérénité. Lorsque j'ai appris que ma belle-fille tentait de me faire passer pour dépendante,
J'ai immédiatement ressenti l'absurdité et l'injustice de cette accusation. Tout ce que j'avais fait, chaque preuve de ma compétence et de ma responsabilité, était documenté et vérifiable. Les relevés bancaires, les paiements réguliers, la gestion minutieuse de mes affaires, les témoins de ma banquière et de mon entourage, tout attestait de mon autonomie. Je me suis souvenu des moments où j'avais dû défendre mes choix, parfois contre des conseils ou des pressions bien intentionnées mais erronées. Chaque décision que j'avais prise avait été réfléchie, consciente et orientée vers le bien de ma famille et de moi-même. Cette compétence, cette indépendance, devenait aujourd'hui ma plus grande force face aux accusations. Mon carnet vert, toujours à portée de main, était devenu un véritable registre de ma vie autonome. Chaque ligne tracée depuis des années démontrait ma capacité à prendre soin de mes affaires, à organiser mon quotidien et à anticiper les besoins de mon environnement. Cette préparation, silencieuse mais constante, allait se révéler cruciale pour contrecarrer les tentatives de tutelle abusive. En repensant à ces années, je réalisais combien cette indépendance avait été précieuse. Elle m'avait donné confiance, dignité et liberté, et elle allait maintenant devenir l'argument principal, irréfutable et concret, pour prouver que j'étais pleinement capable de gérer ma vie. Chaque détail, chaque document, chaque geste de ma vie quotidienne, qu'il s'agisse de signer un chèque, d'arroser les fleurs ou de classer mes papiers, était un témoignage vivant de ma compétence et de mon autonomie. Ainsi, alors que je préparais ma défense intérieure, je savais que je ne combattrais pas seulement une accusation, mais que je défendrais l'essence même de ma vie indépendante. Cette autonomie, construite avec soin et patience, ne pouvait être contestée par des paroles ou des manipulations. Elle était inscrite dans mes gestes, dans mes habitudes, dans mes documents et dans le regard de ceux qui me connaissaient depuis des années. Au début, tout était subtil. Des gestes presque anodins, des détails que j'aurais pu ignorer si je n'avais pas appris, au fil des années, à observer et à noter chaque mot, chaque silence, chaque action de ma belle-fille commençait à tracer une ligne invisible, délimitant ce que je pouvais ou ne pouvais plus faire. Le matin, en ouvrant mon courrier, je remarquais des lettres de la banque laissées sur le comptoir, non ouvertes, avec des annotations de sa main, voire avant maman, des détails minuscules, me direz-vous, mais il me rappelait que ma capacité à gérer mes finances était remise en question. Avant, je consultais directement mes relevés, faisais mes virements et mes paiements. Maintenant, chaque geste devait être autorisé par elle, comme si mon autonomie devenait suspecte. À table, les conversations se faisaient de plus en plus sans moi. Ma présence semblait désormais optionnelle. On discutait de mes comptes, de mes décisions, comme si je n'avais plus le droit de participer. Un matin, elle m'a dit sur un ton glacé, « Nous allons gérer tes affaires pour toi. Ce sera plus simple. » J'ai gardé le silence, mais à l'intérieur, un mélange de colère et de lucidité commençait à bouillir. Chaque geste semblait calculé pour me faire sentir inutile, fragile, dépendante. Pourtant, chaque nuit, dans mon carnet bleu, je notais tout. Chaque mot prononcé, chaque document déplacé, chaque signe de contrôle ou d'exclusion. Ces petites humiliations allaient devenir les preuves tangibles de sa manipulation. Il y avait aussi les visites à la banque. Autrefois, je parlais directement avec ma banquière, vérifiais mes comptes, planifiais mes virements, mais désormais, ma belle-fille voulait m'accompagner, observer mes gestes, parfois même me corriger ou intervenir à ma place. Elle prétendait que c'était pour mon bien, mais je savais qu'elle essayait de susciter une impression de dépendance auprès des témoins officiels. Chaque appel téléphonique, chaque courriel envoyé par la banque était désormais filtré, commenté, parfois retardé. Mon univers, qui avait toujours été ordonné et autonome, se transformait lentement en un labyrinthe
où chaque mouvement devait être justifié. Je notais mentalement chaque action, chaque phrase, chaque geste. Le carnet bleu était devenu un allié indispensable pour documenter l'injustice. Il y avait aussi les gestes du quotidien, plus subtils, mais tout aussi douloureux. Elle déplaçait mes papiers sans prévenir, commentait mes choix, critiquait mon organisation. Même les choses que j'avais toujours gérées, seules les factures, les courriers, les clés, étaient maintenant surveillées et manipulées. Chaque geste, chaque remarque me faisait sentir que ma liberté s'érodait doucement, mais sûrement. Malgré cela, je ne perdais pas ma lucidité. Ces humiliations quotidiennes devenaient des jalons, des indices qui me permettaient de comprendre ses intentions et de planifier ma défense. Je voyais clair dans ce jeu. Il ne s'agissait pas seulement d'aider ou de simplifier. Il s'agissait de me faire passer pour incapable, de créer l'illusion de ma dépendance et d'ouvrir la voie à une tutelle abusive. Le soir, je me retirais dans le salon, carnet ouvert, lumière tamisée. Je notais tout, chaque mot, chaque regard, chaque geste suspect. J'écrivais avec patience, en observant, en enregistrant. Ces nuits silencieuses et attentives devenaient ma préparation pour la justice, pour le moment où la vérité éclaterait et où je pourrais montrer, preuves à l'appui, que j'étais parfaitement capable de gérer mes affaires. Même dans ces moments de contrôle et d'exclusion, j'ai trouvé une force inattendue. Je comprenais que ces humiliations étaient temporaires, qu'elles dépendaient de leur illusion de pouvoir sur moi. Mais moi, j'avais mes documents, mon carnet, mes relevés bancaires, mes souvenirs de décisions passées. J'avais une preuve tangible de mon autonomie, et je savais que lorsqu'il serait temps, cette preuve parlerait plus fort que tous leurs mensonges. Je repensais souvent aux années passées à gérer mon appartement, mon budget, mes engagements, et à prendre soin de ma famille et de moi-même. Chaque geste, chaque décision, chaque facture réglée devenait une ligne de défense, une affirmation silencieuse de mon droit à la liberté et à l'autonomie. Ces petites humiliations n'étaient donc pas seulement des épreuves. Elles étaient le catalyseur de ma stratégie, un rappel que je devais rester lucide, patiente et méthodique. Et dans le calme du soir, je me promettais silencieusement que chaque geste de contrôle serait confronté par des faits, des preuves, des témoignages. Ma banquière, mes documents, mon carnet et ma mémoire seraient mes alliés les plus puissants. Je savais que la bataille ne faisait que commencer, mais je sentais déjà la force tranquille de la préparation et du silence. Un après-midi, en me rendant au bureau du notaire pour vérifier un document ancien, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans le dossier de mon nom, soigneusement classé, reposait un document intitulé « Dossier tutelle, curatelle, Madame, mon nom ». Je l'ai ouvert avec une main tremblante, le souffle court. À mesure que je parcourais les pages, chaque ligne me frappait avec une brutalité inattendue. Des formulaires, des signatures, des recommandations, des notes administratives, tout indiquait que ma belle-fille avait préparé un plan pour me déclarer dépendante et me placer sous tutelle. Mon nom, mon autonomie, ma vie entière était sur le point d'être jugée comme incapable. Et tout cela sans mon consentement et sans aucun avertissement préalable. Le choc initial fut suivi d'un mélange de colère et de lucidité. Comment avait-elle osé? Comment pouvait-elle croire qu'après toutes ces années à gérer mes affaires, à payer mes factures, à suivre mes comptes, je pouvais soudainement être jugée incapable? La rage montait, mais je la maîtrisais. Je savais que la colère ne servirait à rien, que seule la méthode et les preuves pouvaient m'aider. J'ai comparé chaque signature du document avec celle de mes relevés bancaires et mes anciens contrats. Certaines annotations semblaient suspectes, des traits qui ne correspondaient pas à mon écriture. C'était clair. Une tentative de falsification et de manipulation destinée à créer un dossier légal en ma défaveur. Je me suis assise dans mon fauteuil, le document à la main, et j'ai pris une profonde inspiration. Je savais que ce moment ne devait pas m'ébranler.
Chaque geste que j'allais faire désormais devait être calculé, précis et irréfutable. Le carnet bleu que j'avais utilisé pour noter toutes mes transactions, mes décisions et mes observations allait devenir mon allié principal. Chaque page, chaque mot écrit depuis des années, était désormais une preuve vivante de mon autonomie. Je repensais à mes interactions avec la banque, à toutes les démarches que j'avais effectuées seule, à chaque virement, chaque paiement, chaque contrat signé en toute conscience. Tout cela constituait un dossier irréfutable pour montrer que je n'étais pas dépendante, que j'étais pleinement capable de gérer mes affaires et ma vie. La prise de conscience fut complète. Ce n'était pas une erreur administrative. Ce n'était pas un malentendu. Ma belle-fille avait délibérément préparé ce dossier pour me rendre vulnérable, pour tenter de me contrôler légalement et me priver de mon autonomie. Les humiliations et le contrôle subtil des derniers mois n'étaient que le prélude à cet acte concret et irréfutable. Je me suis levée, marchant dans l'appartement, le document serré contre moi. Chaque pas résonnait comme une affirmation. Je ne céderai pas. Ma vie, mes choix, mes décisions, ma liberté, tout ce que j'avais construit et protégé pendant des décennies, ne serait pas effacé par des manipulations et des faux documents. J'ai immédiatement compris que je devais agir rapidement. Il fallait contacter Maître Perrin, mon notaire de confiance, pour exposer la situation, vérifier chaque signature, chaque annotation, et préparer une défense légale irréfutable. Il fallait aussi réunir mes preuves. Relevés bancaires, contrats, correspondance, et surtout, le témoignage de ma banquière, qui pouvait confirmer ma pleine autonomie depuis des années. Chaque détail du dossier que je parcourais ce jour-là devenait un point clé pour ma stratégie. Les signatures suspectes, les annotations incohérentes, les recommandations injustifiées, tout devait être noté, analysé et utilisé pour contrer cette tentative de tutelle. Je me rendais compte que chaque geste de ma belle-fille, chaque manipulation subtile des mois précédents, faisait maintenant partie d'un tableau complet que je pouvais utiliser pour démontrer la réalité de mon autonomie. Je me suis assise à ma table, carnet ouvert, stylo en main, et j'ai commencé à consigner minutieusement chaque élément, la date de découverte du dossier, les pages suspectes, et tout ce qui pourrait servir lors d'une confrontation légale. Chaque mot écrit me rendait plus forte, plus calme, plus prête à affronter l'injustice avec méthode et patience. À ce moment précis, j'ai senti quelque chose d'essentiel. Je n'étais plus seulement une victime silencieuse. Chaque humiliation, chaque contrôle subtil, chaque exclusion de mes affaires quotidiennes avait préparé le terrain pour cette confrontation. Et maintenant, avec ce document devant moi, je savais que la bataille pouvait commencer et qu'elle serait gagnée par la preuve, la méthode et le silence, et non par la colère ou l'agitation. Je pris une dernière inspiration, regardant le carnet et le dossier. J'avais tout ce qu'il fallait. La documentation complète, les témoins et ma détermination. Les semaines, les mois de préparation silencieuse avaient porté leurs fruits. Ma belle-fille avait cru qu'elle pourrait me déstabiliser, me rendre dépendante, me voler ma liberté. Mais la vérité et les preuves étaient de mon côté. Et dans ce mélange de choc, de colère et de lucidité, une certitude s'imposa. Je ne céderai pas. Je protégerai ma vie, mon autonomie, ma dignité. Jusqu'au bout, le document que je tenais dans mes mains, symbole de la tentative de dépossession, allait devenir la pièce maîtresse qui permettrait de rétablir la justice. Après avoir découvert le dossier de tutelle, les nuits qui ont suivi ont été longues et silencieuses. L'appartement, autrefois refuge paisible, semblait maintenant absorber toute mon inquiétude. Je restais éveillée dans mon fauteuil, la lumière douce de ma lampe éclairant le carnet bleu sur mes genoux. Chaque page que j'ouvrais, chaque mot que je relisais, me rappelait mes décisions,
mes choix, ma vie indépendante. Et pourtant, tout cela était remis en question par la manœuvre de ma belle-fille. Je relisais les formulaires, comparais les signatures suspectes, notais les incohérences et les annotations douteuses. Je me rendais compte que la bataille ne serait pas seulement émotionnelle, mais entièrement juridique. Chaque geste devait être mesuré, chaque mot enregistré, chaque preuve rassemblée. La colère seule ne suffirait pas. Il fallait méthode, patience et précision. Mon carnet est devenu mon confident. J'y consignais chaque détail. La date de la découverte du dossier, les pages suspectes, les phrases prononcées, les regards, chaque action de ma belle-fille, qui témoignait de sa volonté de me faire passer pour dépendante. Tout devait être enregistré, horodaté, prêt à être présenté si nécessaire. Chaque mot que j'écrivais me donnait une force nouvelle, un calme tranquille qui contrastait avec le tumulte intérieur. Je passais également en revue toutes mes transactions bancaires, mes relevés, mes contrats et mes documents administratifs. Chaque preuve était une ligne de défense, chaque document un témoignage silencieux de mon autonomie. Et surtout, je savais que ma banquière pouvait témoigner. Son soutien deviendrait crucial pour invalider toute accusation. Les nuits étaient ponctuées de réflexions intenses. Je me demandais comment présenter mes preuves, comment anticiper les arguments de ma belle-fille et de ses alliés, comment protéger ma dignité tout en exposant la vérité. Chaque scénario, chaque conversation potentielle était envisagé dans mon esprit, comme un échiquier, sur lequel je devais placer chaque pièce avec précision. Je méditais souvent sur ma vie autonome, sur chaque choix que j'avais pris pour gérer mes affaires et protéger mes biens. Tout cela devenait la base de ma stratégie. Je savais que si je parvenais à organiser mes preuves et à montrer de manière irréfutable mon autonomie, la tentative de tutelle serait annulée. Chaque transaction, chaque facture, chaque décision consignée dans mes carnets était désormais un outil de défense. Je préparais aussi une liste de témoins. Ma banquière était la plus importante, mais j'avais aussi des amis proches et des voisins qui pouvaient confirmer ma capacité à gérer ma vie et mes affaires. Chaque personne, chaque preuve, chaque document formait un ensemble cohérent et solide, prêt à contrer toute tentative de manipulation. Parallèlement, je me rappelais l'importance de rester calme et silencieuse. Je savais que montrer ma colère ou ma peur pourrait être interprété contre moi. La force devait se manifester dans le calme, dans la méthodologie, dans la certitude de mes faits. Chaque nuit passée à écrire, analyser et planifier renforçait ma conviction. Je pouvais gagner cette bataille silencieuse. Je me souviens d'un moment particulier, assise près de la fenêtre, observant le jardin et les fleurs que j'avais arrosées pendant des années. La lumière douce du matin me rappelait que malgré les manœuvres de ma belle-fille, ma vie, ma liberté et ma dignité n'avaient pas disparu. Tout ce que j'avais construit était intact dans la réalité et dans les preuves que j'avais accumulées. Alors, au milieu de ces réflexions, une stratégie claire s'est imposée. Rassembler toutes les preuves documentant mon autonomie, contacter ma banquière pour obtenir un témoignage officiel de mes compétences financières, consulter mon notaire et mon avocat pour préparer le dossier et chaque démarche légale, documenter chaque interaction avec ma belle-fille pour montrer ses intentions manipulatrices. Chaque étape devait être planifiée, chaque détail anticipé. La patience était essentielle, car toute erreur pourrait compromettre le succès, mais je savais que la méthode et la rigueur étaient mes meilleurs alliés. À la fin de ces nuits d'introspection, j'avais transformé le choc initial en une détermination calme et puissante. Ma vie, mon indépendance et ma dignité ne seraient pas effacées. Chaque mot écrit, chaque preuve rassemblée, chaque réflexion silencieuse m'avait préparé à la confrontation juridique qui allait suivre. Je savais que le moment viendrait où ma vérité, soutenue par mes documents et par le témoignage de ma banquière, triompherait de la tentative de tutelle abusive.
Et dans ce silence, je me suis promis. Je ne crierai pas, je ne supplierai pas, je me tiendrai droite, calme et méthodique. Ma justice sera silencieuse, précise et irréfutable. Le lendemain de mes longues nuits d'introspection, j'ai pris mon carnet bleu et tous les documents que j'avais rassemblés depuis des semaines. Relevés bancaires, contrats, factures, correspondances et le dossier tutelle, curatelle découvert précédemment. Chaque pièce, chaque ligne, chaque signature allait servir à construire un dossier solide et irréfutable. Je savais que le moindre oubli pourrait compromettre ma défense, et je refusais de laisser la moindre faille. Ma première étape a été de contacter Maître Perrin, le notaire que je connaissais depuis de nombreuses années. Sa discrétion, son professionnalisme et sa connaissance de ma situation financière étaient indispensables pour cette bataille. Dès notre rendez-vous, je lui ai exposé calmement la situation. La tentative de tutelle, les signatures suspectes, les annotations douteuses et les manœuvres de ma belle-fille. Il a examiné chaque document avec une attention minutieuse, notant chaque anomalie, chaque point faible de la tentative de tutelle. Ces questions précises m'ont aidé à clarifier mon récit et à organiser mes preuves. Nous avons établi ensemble une stratégie méthodique. Vérifier toutes les signatures, préparer les documents officiels, lister les témoins et anticiper les arguments qui pourraient être avancés contre moi. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec ma banquière, une alliée précieuse depuis des années. Elle connaissait ma rigueur, ma constance et ma capacité à gérer mes comptes de manière autonome. Lorsque je lui ai exposé la situation, elle a immédiatement accepté de témoigner. Nous avons passé des heures à revoir mes relevés bancaires, mes virements, mes paiements réguliers, et elle a préparé une attestation officielle confirmant ma pleine autonomie financière depuis de nombreuses années. Chaque document, chaque relevé, chaque attestation devenait un outil de défense puissant. Les semaines précédentes de préparation, de patience et de collecte de preuves prenaient maintenant tout leur sens. Mon carnet bleu, qui m'avait accompagné lors de mes réflexions nocturnes, était devenu un véritable registre de ma vie autonome et méthodique. Chaque note pouvait être présentée pour démontrer ma lucidité, ma constance et ma capacité à gérer mes affaires. Parallèlement, nous avons contacté les amis et voisins susceptibles de témoigner de ma capacité à vivre de manière indépendante. Chacun d'eux pouvait attester de ma présence active dans l'appartement, de ma participation aux activités quotidiennes, de ma gestion financière et de mon autonomie. Chaque témoignage, même simple, ajoutait une pierre à la solidité de mon dossier. Avec Maître Perrin, nous avons vérifié chaque étape administrative. Dépôt de documents, procédure à suivre et calendrier des actions légales. Tout devait être parfait, irréprochable et surtout irréfutable. La moindre erreur aurait pu donner à ma belle-fille une ouverture pour contester ma capacité à gérer ma vie. Je passais mes journées à organiser les documents, à classer les preuves, à relire chaque page, chaque signature. Le carnet bleu était toujours ouvert à côté de moi. J'y notais les observations du notaire, les points clés des attestations, les réactions de mes témoins et chaque détail susceptible d'être utile lors de la confrontation légale. Tout était méthodiquement consigné pour que rien ne soit laissé au hasard. Chaque soir, lorsque je me posais pour réfléchir, je sentais ma détermination grandir. La peur et l'inquiétude des premiers jours avaient laissé place à une confiance calme, fondée sur la préparation et l'épreuve. Je savais que lorsque le moment de la confrontation arriverait, je serais prête à défendre ma vie, mon autonomie et ma dignité, sans colère ni agitation, mais avec la force tranquille de la preuve et du droit. Le dossier était maintenant complet. Documents financiers, relevés bancaires, paiements, virements, preuves de gestion autonome, attestation, témoignage écrit de ma banquière, confirmant ma compétence
et mon autonomie. Témoins, voisins et amis pouvant attester de ma vie quotidienne indépendante. Documents administratifs. Le dossier tutelle, curatelle découvert, annoté et analysé. Carnet bleu, journal détaillant chaque geste, chaque observation et chaque preuve collectée au fil des semaines. Chaque élément était essentiel. Ensemble, ils constituaient une armature solide et irréfutable qui allait me permettre de contrer toute tentative abusive. Le calme et la méthode, acquis après des nuits d'introspection, devenaient mes plus puissantes alliées. Je me souviens d'un instant précis, assise dans mon fauteuil, carnet ouvert, documents étalés autour de moi, un mélange de fatigue et de force intérieure. Chaque feuille, chaque mot, chaque signature témoignait de ma capacité à prendre soin de ma vie et de mes affaires. La certitude de ma légitimité m'a envahie. Je n'étais plus la victime, j'étais devenue la gardienne de mon autonomie, prête à défendre ce droit par tous les moyens légaux à ma disposition. Et dans ce silence, tandis que la lumière du soir traversait mes volets, je me suis promis que la confrontation à venir serait menée avec dignité et méthode, que ma vérité serait irréfutable et que toute tentative de manipulation serait révélée et neutralisée. La bataille n'était pas encore terminée, mais je savais que j'étais prête. Le jour de la confrontation est arrivé avec une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le soleil filtrait à peine à travers les volets de l'appartement et je me sentais étrangement calme, malgré l'angoisse qui persistait dans l'air. J'avais révisé chaque document, relu chaque note de mon carnet bleu et vérifié une dernière fois les relevés bancaires et les attestations. Tout était prêt. Ma belle-fille était déjà présente dans le bureau du notaire. Son sourire assurait un masque fragile pour dissimuler son inquiétude. Elle semblait croire que son plan, construit depuis des semaines, allait me faire paraître incapable et dépendante. Mais moi, je savais que le moment de la vérité allait dissiper toutes ces illusions. Maître Perrin, mon notaire, ouvrit la séance avec son calme habituel. Il présenta d'abord les documents que j'avais rassemblés, en insistant sur leur authenticité et leur cohérence. Chaque relevé bancaire, chaque facture, chaque contrat était exposé méthodiquement, chaque preuve placée de manière à illustrer ma pleine autonomie et ma capacité à gérer mes affaires. Puis vint le moment crucial, le témoignage de ma banquière. Elle expliqua avec précision et impartialité ma rigueur dans la gestion de mes comptes, ma constance et ma capacité à prendre des décisions financières responsables depuis des années. Elle confirma que je n'avais jamais eu besoin d'assistance pour gérer mes transactions, que je payais mes factures à temps et que mes choix étaient réfléchis et cohérents. À mesure qu'elle parlait, je voyais la tension monter sur le visage de ma belle-fille. Chaque mot était une preuve irréfutable qui contredisait ses allégations. Elle ouvrait la bouche pour parler, mais chaque argument qu'elle aurait voulu avancer tombait à plat devant l'évidence des faits. La vérité était claire, et ma crédibilité, solidement étayée par les documents et le témoignage, ne pouvait être contestée. Maître Perrin prit alors la parole pour résumer la situation. Il expliqua que, selon la loi et les preuves présentées, il n'y avait aucune justification pour imposer une tutelle ou une curatelle. Il souligna que je demeurais parfaitement capable de gérer mes affaires personnelles et financières et que toute tentative de tutelle serait injustifiée et illégale. Je restais silencieuse tout au long de la séance. Je n'avais pas besoin de crier, de supplier ou de m'énerver. Chaque geste, chaque document, chaque mot du notaire et de ma banquière parlait pour moi. Je ressentais une satisfaction tranquille, une force silencieuse née de semaines de préparation, d'organisation et de patience. Ma justice n'avait pas besoin de bruit pour s'imposer. Ma belle-fille tenta un dernier sourire, un regard cherchant l'approbation de témoins ou du notaire. Mais elle était désarmée. Elle comprit que tous ses efforts pour me faire passer pour dépendante avaient échoué. Chaque tentative de manipulation, chaque signe de contrôle subtil que j'avais subi ces derniers mois avait été enregistré, analysé
et transformée en preuve solide. Elle n'avait plus aucun levier. À la fin de la séance, Maître Perrin confirma officiellement: aucune tutelle ne serait imposée. Mon autonomie était reconnue et protégée. Le dossier que ma belle-fille avait préparé était désormais vide de valeur juridique, et toute tentative ultérieure serait contestée avec les mêmes preuves. J'avais gagné, sans crier, sans montrer de colère, avec patience et méthode, la justice avait été rendue. Je sentis un mélange de soulagement et de fierté. Ce n'était pas seulement une victoire contre une tentative de manipulation, c'était la reconnaissance de toute une vie de décisions réfléchies, de rigueur et d'indépendance, les mois d'humiliation silencieuse, les nuits d'insomnie, les recherches et la préparation méthodique avaient payé. Chaque effort, chaque note dans mon carnet bleu, chaque document collecté avait trouvé sa place et avait permis de défendre ma dignité. En sortant du bureau du notaire, je marchais avec une assurance tranquille. Le soleil baignait l'immeuble d'une lumière douce et pour la première fois depuis des semaines, je sentais que mon cœur pouvait respirer librement. La bataille juridique était terminée et ma vie, mon indépendance et ma dignité étaient intactes. Même ma belle-fille, qui tentait de paraître indifférente, ne pouvait cacher son étonnement et sa frustration. Elle avait cru que le temps et le silence me feraient plier, qu'elle pourrait imposer sa volonté en manipulant les apparences. Elle avait sous-estimé ma patience, ma lucidité et la solidité de mes preuves. La vérité avait triomphé, silencieuse mais indiscutable. De retour chez moi, j'ai pris mon carnet bleu et j'ai écrit les mots suivants. Aujourd'hui, la justice a parlé, sans colère, sans cri, avec méthode et patience, j'ai défendu ma vie, mon autonomie et ma dignité. Je savais que le calme, la préparation et la vérité avaient suffi. Le silence, qui avait été mon allié tout au long de cette épreuve, venait de transformer l'injustice en victoire et me rappelait que la méthode et la rigueur sont souvent plus puissantes que la colère ou les éclats de voix. Et tandis que je regardais la lumière du soleil traverser mon appartement, je sus que ma bataille pour l'autonomie et la dignité n'était pas seulement gagnée. Elle était irréversible. Les jours qui ont suivi la confrontation avec le notaire ont été empreints d'une tension palpable dans la maison. Ma belle-fille, qui quelques semaines auparavant se montrait si assurée, semblait désormais agitée, frustrée, presque paniquée. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste, trahissait son étonnement et sa colère silencieuse. Elle avait sous-estimé ma patience, ma préparation et la solidité des preuves rassemblées. Mon fils oscillait entre étonnement et malaise. Il n'avait jamais imaginé que la situation prendrait une telle ampleur. Les conversations devenaient tendues, les silences pesants, les alliances se formaient et se défaisaient au gré des discussions, et je regardais tout cela avec un calme tranquille. J'étais désormais à l'abri des manipulations, mon autonomie reconnue, et je n'avais plus besoin de défendre ma position par la voix ou par la colère. Chaque matin, je regardais les interactions familiales depuis mon fauteuil près de la fenêtre. Les éclats de voix, les regards inquiets, les phrases lancées à demi-mot, tout cela m'apparaissait comme un théâtre dans lequel je n'étais plus qu'une spectatrice. Ma légitimité avait été rétablie par les documents, par le témoignage de ma banquière et par la méthode silencieuse que j'avais suivie depuis des semaines. Je n'étais plus au centre de la tourmente, et cette distance m'offrait une perspective nouvelle sur la nature des conflits familiaux. Ma belle-fille tentait encore de réaffirmer son autorité, cherchant à m'intimider par des remarques subtiles ou des gestes calculés. Mais chaque effort tombait à plat. Les témoins et les documents avaient scellé la vérité. Sa stratégie échouait, et cela se voyait dans ses gestes nerveux, ses sourires forcés, et ses paroles qui perdaient toute crédibilité. Je constatais que les tensions ne se limitaient pas à elle. Mon fils et d'autres membres de la famille ressentaient la pression de cette situation. Chacun cherchait à comprendre comment une tentative aussi soigneusement préparée avait pu échouer. Les alliances et loyautés vacillaient.
et les disputes éclataient parfois pour des détails mineurs, révélant la fragilité des relations qui semblaient solides auparavant. Pendant ce temps, je maintenais ma routine quotidienne. Je préparais mon thé, arrosais mes fleurs, relisais mes carnets et organisais mes documents. Chaque geste était effectué avec sérénité et méthode, une affirmation silencieuse que je contrôlais ma vie et mon espace. Le calme retrouvé dans mes actions contrastait avec le chaos qui régnait autour de moi, renforçant mon sentiment de victoire tranquille. Les voisins et amis qui avaient suivi la situation prenaient également conscience du changement. Certains commentaient à voix basse, d'autres me regardaient avec un respect silencieux. Je réalisais que ma posture calme, méthodique et préparée avait non seulement protégé mes droits, mais avait aussi imposé un modèle de dignité et de justice silencieuse dans mon entourage. Chaque conflit, chaque regard méfiant ou critique, chaque tentative de contrôle échouée renforçait la certitude que j'avais agi correctement. Les humiliations passées, les nuits blanches et la collecte méthodique de preuves avaient trouvé leur aboutissement. Je n'étais plus vulnérable, je n'étais plus dépendante, et mon autonomie était désormais incontestable. Je passais également du temps avec ma petite fille qui observait avec attention les interactions familiales. Je lui expliquais, avec douceur, que la force ne réside pas toujours dans le cri ou la confrontation, mais parfois dans la patience, la méthode et le silence. Ces moments partagés étaient précieux, un rappel que même au milieu de la tempête, il est possible de rester calme et de protéger sa dignité. Au fil des jours, les tensions ont commencé à se dissiper, non pas par pardon ou par réconciliation immédiate, mais parce que la vérité et la justice avaient imposé leur rythme. Ma belle-fille continuait à chercher des arguments, mais aucun ne tenait face aux preuves et aux témoignages solides de ma banquière. La maison, autrefois théâtre de manipulations subtiles et d'humiliations silencieuses, retrouvait peu à peu un équilibre, avec moi comme observatrice tranquille, protégée par le droit et la méthode. Je réalisais que cette période difficile m'avait appris quelque chose de fondamental. La justice ne se manifeste pas toujours par le bruit ou l'agitation. Parfois, elle s'impose par la rigueur, la patience et la constance. Les tensions familiales pouvaient exploser, mais elles n'avaient plus de pouvoir sur ma vie, car je savais que j'avais agi correctement et efficacement. Chaque soir, en relisant mon carnet bleu, je notais les évolutions, les tensions dissipées, les moments de lucidité observés chez les autres. Je ressentais une profonde satisfaction. La justice avait triomphé, et je pouvais désormais observer les effets de ma stratégie avec distance et sérénité. Je n'étais plus au centre du conflit, mais j'étais pleinement présente dans ma vie, protégée et autonome. Ainsi, l'éclatement familial ne m'a pas affectée directement, car ma victoire légale et morale m'offrait une perspective de calme et de maîtrise. Les conflits restaient autour de moi, mais je pouvais les regarder avec lucidité, sans y être mêlée, et avec la certitude que ma dignité et mon autonomie étaient intactes. Après l'éclatement familial et la victoire devant le notaire, j'ai ressenti une étrange légèreté qui m'était inconnue depuis des mois. Les tensions qui avaient pesé sur la maison semblaient s'estomper, et je me suis réveillée un matin avec le sentiment que ma vie m'appartenait à nouveau entièrement. Chaque geste, chaque décision ne dépendait plus de la manipulation ou des intrigues de ma belle-fille. J'étais libre, pleinement consciente de ma liberté retrouvée. Le matin, je préparais mon thé avec soin, savourant chaque gorgée dans le silence paisible de mon appartement. La lumière douce du soleil, filtrée par les rideaux, caressait la table où mes carnets étaient soigneusement posés. Chaque détail, chaque objet, chaque coin de cette maison était désormais sous mon contrôle, témoin de ma vie et de ma dignité. Je respirais profondément et sentais que chaque instant appartenait enfin à moi seule. J'ai repris mes routines avec une nouvelle sérénité. Le jardin, que j'avais cultivé avec patience, était devenu mon sanctuaire. Chaque fleur,
Chaque plante que j'arrosais me rappelait que la vie continue malgré les épreuves, et que la beauté peut émerger même après des moments sombres. Les petites tâches quotidiennes, comme ranger les papiers, organiser les dossiers ou simplement préparer une pâtisserie, étaient désormais des gestes de plaisir, de contrôle et de sérénité, et non plus de vigilance ou de défense. Ma petite fille venait régulièrement me rendre visite. Ensemble, nous préparions le thé, lisions dans le salon, et partagions des moments de complicité que je chérissais plus que tout. Je lui racontais mes histoires avec douceur, lui montrant qu'il est possible de préserver sa dignité et son indépendance, même face aux obstacles et aux trahisons. Ces moments de transmission étaient précieux et remplis d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je retrouvais également le plaisir de la vie sociale. Des amis de longue date passaient me voir, et nous partagions des cafés, des discussions et des rires. Chaque rencontre renforçait le sentiment que ma vie, mes choix et ma liberté avaient une valeur réelle et reconnue. Je n'étais plus isolée, mais pleinement actrice de mon existence, dans des relations choisies et respectueuses. Chaque document, chaque carnet, chaque relevé bancaire, que j'avais minutieusement préparé pour la confrontation légale, avait maintenant une valeur symbolique. Ils étaient la preuve silencieuse de ma capacité à gérer ma vie et mes affaires, mais aussi un rappel de la force tranquille que peut conférer la méthode et la patience. Je me sentais fière de cette victoire, non pas par vanité, mais par la conscience que j'avais défendu mon droit le plus fondamental, celui de vivre libre et autonome. J'ai pris le temps de redécouvrir des plaisirs simples, souvent oubliés dans les mois d'angoisse et de vigilance. Préparer un clafoutis, arroser les plantes du balcon, écouter le chant des oiseaux, sentir le parfum du thé infusé. Chaque geste était désormais une affirmation de ma liberté. J'avais reconquis la sérénité. Et chaque petit plaisir quotidien était une victoire sur la peur et l'humiliation. Mon carnet bleu, toujours à portée de main, était devenu davantage qu'un outil juridique. Il était un journal de gratitude, de joie et de réflexion personnelle. J'y écrivais mes observations, mes projets, mes moments de bonheur, et parfois, mes souvenirs. Chaque ligne me rappelait que ma vie, mon indépendance et ma dignité avaient été préservées grâce à la patience, la préparation et le calme. Je passais aussi du temps à organiser mon appartement selon mes envies. Les meubles, les objets, les souvenirs, chaque élément retrouvait sa place, selon mes choix et non selon ceux de quelqu'un d'autre. Cette réorganisation était un symbole de ma maîtrise retrouvée et de ma liberté de décision. Chaque mouvement me rappelait que je contrôlais ma vie et que personne ne pourrait plus m'en priver. Je pensais souvent à ma belle-fille et à ses tentatives de manipulation, mais je ressentais désormais une étrange sérénité. Je n'éprouvais plus de colère, ni de rancune, seulement la certitude que la justice et la vérité, préparées avec méthode et patience, avaient triomphé. Les disputes, les tensions et les conflits étaient derrière moi. Ce qui restait était la vie, la liberté et la capacité de choisir. Enfin, je savourais les moments de complicité avec ma petite fille et mes amis. Ces liens, basés sur la confiance, la sincérité et le respect, étaient le reflet de la vie que j'avais protégée et reconstruite. Chaque sourire, chaque conversation, chaque instant partagé renforçait ma conviction que la patience et la méthode peuvent transformer la douleur et l'injustice en force tranquille et durable. Ainsi, ma nouvelle vie s'installait doucement mais sûrement. L'indépendance, la sérénité, la liberté de choisir et de décider, et le plaisir des gestes simples, faisaient désormais partie de mon quotidien. J'avais appris à apprécier chaque instant, à savourer chaque réussite, et à comprendre que la vérité et la justice, lorsqu'elles sont préparées avec patience, sont indestructibles. Et dans ce calme retrouvé, je savais que la dernière étape allait simplement confirmer ce sentiment. La conclusion, le mot final, celui qui scellerait ma victoire silencieuse et ma dignité retrouvée.
Assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre, j'observais le soleil du matin filtrer à travers les volets. Les rayons caressaient doucement mes carnets, mes dossiers et les objets de la maison, témoins silencieux des épreuves que j'avais traversées. Tout semblait calme, mais ce calme était le fruit d'une longue bataille, de nuits blanches, de préparations minutieuses et d'une vigilance constante. Je repensais à la tentative de tutelle, à la manipulation de ma belle-fille, aux mois d'humiliation subtile et de contrôle insidieux. Ces épreuves avaient été douloureuses, mais elles m'avaient aussi enseigné une leçon essentielle. La force réside dans la patience, la méthode et la lucidité, et non dans le cri ou la colère. Mon carnet bleu, mes preuves financières, le témoignage de ma banquière et la méthode légale avaient été mes armes les plus puissantes. Chaque document, chaque relevé bancaire, chaque attestation, chaque note dans mon carnet témoignait de ma capacité à gérer ma vie et mes affaires. Ils étaient la preuve silencieuse que ma liberté et mon autonomie ne pouvaient être contestées. Et c'est avec cette certitude que je retrouvais la sérénité, la maîtrise de ma vie et la joie des gestes simples, que ce soit préparer mon thé, arroser les fleurs du balcon ou partager des instants précieux avec ma petite fille. Je repensais aux tensions familiales et à l'éclatement qui avait suivi. Ma belle-fille, frustrée et désarmée face à la vérité, avait été confrontée à sa propre stratégie ratée. Mon fils, pris entre loyauté et surprise, avait dû observer l'implacabilité de la justice silencieuse. Et moi, j'avais appris à me tenir en dehors du chaos, à observer avec distance et lucidité, laissant la vérité s'imposer d'elle-même. Chaque jour dans cette nouvelle vie était une confirmation que la patience et le silence avaient permis de protéger ma dignité et mon autonomie. Les petites victoires quotidiennes, les instants simples et lumineux, devenaient des symboles de ma renaissance. Je savourais la liberté de décider pour moi-même, de reprendre possession de mon espace, de mes choix et de mon rythme de vie. Ma petite fille, témoin silencieux et curieuse, partageait ces moments avec moi. Je lui racontais mes expériences, non pour la vengeance, mais pour lui transmettre une leçon de force tranquille, de vigilance et de dignité. Elle apprenait que la justice ne dépend pas de l'agressivité ou du conflit, mais de la clarté, de la méthode et de la constance. Chaque sourire, chaque geste de complicité devenait un fil qui reliait les générations, un rappel que la vérité et le courage peuvent se transmettre. Je me sentais aussi reconnaissante envers les alliés discrets qui m'avaient soutenue. Ma banquière, le notaire et quelques amis fidèles. Leur rôle avait été crucial pour transformer ma stratégie silencieuse en victoire tangible et irréfutable. Sans eux, la manœuvre de ma belle-fille aurait pu laisser une trace durable d'injustice. Avec eux, la vérité s'était imposée, calmement et définitivement. Chaque soir, je relisais mon carnet bleu. Mais maintenant, il ne contenait plus seulement des preuves et des notes sur les injustices. Il regorgeait de souvenirs heureux, de moments de réflexion, de gratitude et de joie retrouvée. Il était devenu le symbole de ma résilience, de ma reconstruction et de ma capacité à transformer les épreuves en force et sagesse silencieuse. Je me levais parfois pour observer le jardin et les fleurs que j'avais soignées depuis des années. Leurs couleurs, leurs parfums et leur croissance étaient le reflet de ma propre renaissance. J'avais reconquis non seulement ma vie, mais aussi le plaisir des gestes simples et de l'autonomie retrouvée. Chaque instant était un rappel que la liberté et la dignité ne sont jamais acquises définitivement, mais qu'elles se préservent par la vigilance, le courage et la patience. Je repensais à toutes les étapes que j'avais traversées. Le choc initial, les humiliations silencieuses, l'injustice concrète du dossier tutelle, curatelle, les nuits blanches, la préparation minutieuse, la confrontation légale, l'éclatement familial
Et enfin, cette nouvelle vie paisible. Chaque étape avait contribué à former la femme que j'étais devenue, calme, lucide, méthodique, mais profondément humaine et sensible. Et c'est dans ce calme retrouvé, dans cette lumière douce qui traversait mon appartement, que je sus que j'avais atteint une victoire qui dépassait le simple domaine légal. J'avais retrouvé ma dignité, ma liberté et ma paix intérieure. Et j'avais prouvé, non pas par les cris ou la confrontation, mais par la patience, la méthode et l'épreuve, que je pouvais défendre ma vie contre toute injustice. Alors, posant ma main sur mon carnet bleu, regardant le soleil illuminer chaque coin de mon appartement, je murmurais pour moi-même, avec une certitude tranquille et profonde. Le silence peut aussi être une forme de justice.